Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast de spiritfe.com. Aujourd'hui, un podcast simple mais efficace avec la présence de notre rédacteur préféré, Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Salut Yannick, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, tranquillou. On se prépare doucement à l'arrivée du e-prix de Mexico, dont vous aurez le podcast prochainement. Tout à fait. Et puis voilà, aujourd'hui, heureux de lancer enfin ce projet pour Qui le nous site. tenait à cœur. Ouais, tout à fait. C'est super cool. Donc ben voilà, aujourd'hui un programme chargé pour une première émission. Oui, oui, très chargé. Voilà, avec la victoire de Jean-Éric Vergne et de Tichita lors du dernier e-prix à Santiago. Oui, Ensuite, on parlera de Daniel Abt et de sa déclaration sur le Fan Boost, hein, le pilote allemand qui s'est mm, livré à un petit commentaire croustillant. sympathique. Voilà. On continuera avec les difficultés de Audisport et de Renault Idams en ce début de saison. Les deux équipes qui sont... Qui sont en difficulté ouais, alors qu'elle a dominé le championnat du monde de Formule 1 depuis le début de la série. c'est ça. Voilà. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est surprenant. Ensuite, on aura un petit quiz, questions-réponses. Je poserai les questions à Guillaume. Guillaume devra y répondre. Voilà. On continuera en parlant des Grid Girls, donc les femmes qui sont sur les circuits en portant les panneaux des pilotes. Oui, c'est ça. Donc, bon, petite actualité avec la Formule 1 et la Formule E. Voilà, Comparaison. des liens de comparaison Formule 1, Formule E. Bon, on se voit que la Formule E se démarquera à chaque fois. Mais on va pas trop en dire. On va garder ça pour Il tout faut à garder l'heure. ça pour la fin. Voilà, c'est ça. Voilà. On finira avec la nouvelle monoplace de la Formule E, la Gen 2, où on Oui, discutera très technique, important. en petite comparaison avec l'ancienne voiture aussi. Un point sur l'avenir. Ouais. Et pour terminer, le flash électrique. On parlera de la Moto E, du Trophée Andros et du Rallycross. Beau programme en perspective. Premier programme sympathique. Oui. Oui. Alors, on va commencer tout de suite avec Jean-Éric Vergne. Alors, déjà, première question, je vais te poser. Qu'est-ce que tu penses de la victoire de Vergne? Juste ça. C'est une très très belle victoire. Jean-Éric a pas forcément eu la chance d'en signer beaucoup alors que il était à chaque fois quasiment depuis le début ses débuts en Formule 1, il était à chaque fois dans le coup pour jouer la victoire, la pole position. Il a signé pas mal de pole position mais pas assez de victoires selon moi, donc une deuxième victoire méritée. Euh, Techeetah lui donne une voiture capable de jouer pour le titre cette saison, donc je pense que on a clairement là un candidat pour le titre. Oui, ben, tu as raison en disant que Vergne, il n'a pas signé beaucoup de victoires, alors qu'il en mérite beaucoup plus, je pense aussi. C'est 2 victoires hein, pour Jean-Éric Vergne. C'est ça, deux C'est, victoires, c'est pas énorme. Montréal l'an dernier et puis cette année Voilà. à Santiago, donc c'est peu pour un pilote de ce calibre du championnat, Ah oui, puisque il a quand même fini à chaque fois dans le top 10 avec parfois des voitures qui l'an passé, la Techeetah était à la rue quand on voit les performances de tous ses coéquipiers, même Gutiérrez et Sarrazin qui sont plutôt pas trop mal sortis, ils étaient quand même complètement à la rue comparé à Jean-Éric Vergne. Donc c'est vraiment l'un des top pilotes de ce championnat depuis 3 saisons, clairement. oh, ouais, surtout que Verne, ben voilà, quand on regarde ses statistiques, donc c'est ben, bien sûr 2 victoires, mais c'est 6 pole positions et 11 podiums. C'est ça. C'est 11 podiums, 2 victoires. Bon, 11 c'est bien podiums, 11 c'est l'un des podiums, plus réguliers mais sur la boîte avec les trois têtes d'affiche, Sam Bird, Sébastien Buemi et Lucas Di Grassi. Derrière tout eux à fait. trois, c'est Jean-Éric qui est derrière, quoi. Oui. Ah, après, je pense que Verne, cette année, il est en bonne position. Il a fait un bon début de saison avec des bons résultats. Il est très régulier, avec déjà 2 podiums hein, lors de la première course à Hong Kong.
et donc à Santiago avec la victoire. Et tu penses que bon bah là il est en tête du championnat Oui, devant Rosenqvist. devant Félix Rosenqvist, oui. Ouais. Tu penses que c'est un duel à deux pilotes ou à trois ou même d'autres peuvent revenir ou est-ce que Ben, Verne peut être inquiété ou est-ce qu'il est vraiment en oui, combat avec oui, il peut être inquiété. Pour le moment, rien n'est joué. On n'est qu'en début de championnat. Alors, pour le moment, la lutte se dessine à trois entre Rosenqvist, Bird et Vergne, parce que c'est les trois pilotes les plus réguliers, c'est les trois pilotes qui pour le moment, dominent ce début de championnat. Mais après, attention à un Sébastien Buemi qui est de plus en plus régulier, attention à un retour éventuel de tous les autres pilotes. Ah, mais je pense que Jean-Éric a une grosse carte à jouer. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il est bien cette saison. La voiture fonctionne bien et elle fonctionne bien à peu près sur tous les circuits, hein, voilà, deuxième, quatrième, cinquième à Marrakech, premier à Santiago. Je veux dire, il est performant. En tout cas, la voiture lui convient un peu moins à Lauterer, même si, ben, on va en parler, il finit deuxième, mais c'est vrai qu'il a eu trois premières courses difficiles. Oui, Mais trois courses très compliquées pour André Lotterer, mais faut pas oublier quand même que c'est l'un des meilleurs pilotes de sa génération, trois fois vainqueur aux 24 heures du Mans, euh, et c'est une star au Japon en Super Formula, oui, un programme d'ailleurs qui va quitter pour se consacrer uniquement à la Formule 1. Ça prouve que son d'ailleurs implication pour la que série. Lotterer était un des réticents à la Formule 1 dans les premières années de la série. Et ça prouve que la série se popularise, les pilotes viennent de plus en plus nombreux, c'est de plus en plus des grosses têtes d'affiche. Et André Lotterer sera peut-être meilleur en cette deuxième partie de saison comparé à Jean-Éric Vergne, mais c'est vrai que la voiture correspond plus au style du français, qui est quand même, on va le dire, le leader de son écurie, bien qu'il n'y ait pas de consigne d'équipe comme on a pu le voir à Santiago. Ah non, ça c'est sûr qu'en termes de consigne d'équipe, il n'y en a pas. Et malgré ces contacts entre les deux pilotes dans les derniers tours, eh ben c'est un doublé historique en Formule 1 avec première Le tout position et deuxième premier, division, première position et deuxième position, pardon. Voilà, on a un doublé pour Techeetah, c'est le tout premier c'est de même, l'histoire de la Formule E. c'est même étonnant quand on voit à quel point Renault et Audi ont dominé la Formule E depuis le Trois début. saisons, ouais, On c'est se vrai. dit que ni Nicolas Prost et Sébastien Buemi, ni Daniel Abt et Lucas Di Grassi ont réussi à signer un one-two. Donc c'est c'est très particulier dans une saison qui est encore plus ouverte de signer un premier doublé historique dans la catégorie. Oui, et moi alors je suis très statistique, comme tu le sais, et voilà, aujourd'hui l'équipe Techeetah c'est 16 courses, et en 16 courses c'est quand même 10 podiums. Ouais, c'est exceptionnel. C'est Exceptionnel. impressionnant. Donc, Exceptionnel pour une écurie cliente en plus, c'est pas une un écurie constructeur. cliente Ils ont qui moins est d'essais. récente, Et très euh, récente, ils ont repris Super Aguri, qui était un constructeur, mais voilà, l'un des constructeurs les plus en difficulté. Euh, Heureusement, lors de leur première saison, ils ont eu un super Antonio Félix da Costa, sinon ils étaient à la rue. Ils n'auraient jamais signé de victoire en Formule 1. Et puis bon, c'était vraiment sur le déclin depuis 2 ou 3 ans, depuis 2 ans. Techeetah a bien repris les fonds et a fait de cette équipe Super Aguri une écurie capable de jouer à l'avant du peloton, voire mieux. Donc c'est il faut leur tirer un beau coup de chapeau. ah oui, un grand coup de chapeau même parce que franchement, ils sont premiers au classement, tout comme Jean-Éric Vergne. Ils ont 89 points en 4 courses. Ils ont juste 2 points d'avance sur Mahindra. C'est pas énorme. Mais en Non, soi, Mahindra, c'est voilà, c'est quand même une équipe qui est Mahindra, là depuis le début, avec des pilotes exactement. solides, hein, comme Rosenqvist et Nick Heidfeld. Et donc là, on a cette équipe Techeetah qui voilà, prend l'ascendant sur, sur les autres, ou même sur l'équipe constructeur qui est Renault-Williams. Franchement, c'est formidable de les voir comme ça. J'ai une dernière question à te poser. Oui, Penses-tu que Techeetah est capable d'aller chercher le titre cette saison? alors pour moi,
Si tu me demandes s'ils sont capables, je te réponds oui, puisque en ce moment il y a pas photo, ils sont sur le devant de la scène. Après, tout dépendra aussi des performances de André Lotterer. Euh, et il faut falloir faire attention, surtout, moi je pense qu'ils sont les favoris pour le moment cette année, c'est Mahindra Racing, avec Rosenqvist et Heidfeld. Là, on a quand même l'expérience et la jeunesse. C'est vraiment le tandem de pilotes, pas parfait, mais très performant. Il faut pas oublier que Mahindra est un constructeur et que ils vont tout faire pour mettre en œuvre leur peut-être première victoire au championnat du monde des constructeurs. Et puis il faut aussi faire attention au retour de Renault-Williams, hein, puisque Renault-Williams, c'est quand même eux qui fournissent Techeetah. Et petit à petit, on voit un Sébastien Buemi plus souvent sur le podium, un Nicolas Prost un petit peu plus souvent dans les points. Donc attention en fin de saison à avoir engrangé suffisamment de points pour ne pas se faire dépasser par toutes ces écuries que je viens de citer. Ouais. Bon, concernant Renault Idams, on en parlera après, mais moi aussi, moi sincèrement, je suis un peu inquiet parce qu'il y a beaucoup de retard maintenant. Et si Techeetah et Mahindra, ils arrivent à finir dans le top 5 à chaque course, ça va être compliqué pour Renault. Mais Ah, bon, ça risque d'être on très va en compliqué, parler après. hein. Oh, Ouais, oui. ouais, c'est sûr. Bon, bah écoute, Guillaume, on va passer à la deuxième partie. C'est la Très bien. partie de Daniel Abt, celle que je préfère. Alors, Daniel Abt, il nous a fait Une petite dé- déclaration sympathique. sympathique. Écoute, je vais te lire un petit peu ce qu'il nous a dit, enfin ce qu'il nous a dit, ce qu'il a déclaré. Il a déclaré. Oui. Alors, il y a des pilotes qui, encore une fois, parviennent à tricher un peu. Je ne dis pas ça parce que je suis mauvais perdant, je le dis parce que je le sais. Quelqu'un me l'a dit. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, nous étions en tête depuis le début, et tout d'un coup, certains pilotes ont reçu de nombreux votes dans la nuit. Étrangement, tous les votes viennent de 12 villes en Chine. Ils doivent avoir des fans géniaux là-bas. Je leur ai dit à la Formule E sans y aller par quatre chemins, si vous n'arrangez pas ça d'ici la prochaine fois, si vous ne faites pas quelque chose contre ça, je ne ferai plus rien pour le fan boost. Alors, Guillaume, qu'est-ce qui se passe chez Daniel Abt? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est un gros coup de frustration dû à la performance piètre de Audi Sport en ce début de championnat. Euh, c'est un peu osé quand même de faire une déclaration comme celle-ci sur le fan boost, sachant que Daniel Abt est le pilote qui a reçu le plus de fan boost cette saison en Formule E. Et puis tout au long des autres saisons, c'est l'un des trois pilotes avec son coéquipier Di Grassi et le champion du monde Sébastien Buemi à avoir reçu le plus de fan boost. Donc c'est quand même très déplacé euh, comme, euh, comme déclaration de dire qu'il reçoit peu le fan boost. Bon, en plus, on ne sait pas d'où viennent ces sources qui disent que certains pilotes utilisent des votes en Chine. Bon, je trouve ça très moyen, même si on peut mettre ça sur le compte de la frustration. Oui, donc pour toi, c'est peut-être aussi en partie lié aux performances de Audi, dont on en parlera Je juste pense après. qu'il y a beaucoup de ça. Après, il faut dire ce qui est, on ne peut pas non plus affirmer à 100% que les votes du fanboost sont clean. On ne connaît pas on ne connaît pas le mode de comptage de ces fanboosts, malgré qu'on connaisse le système. Donc on ne peut pas être sûr à 100% que ce que dit Apt est faux. Mais bon, faisons quand même confiance aux têtes pensantes de la Formule E et continuons à aimer la Formule E telle qu'elle est. Oui, moi je pense que c'est un système qui est, je pense, sécurisé. Après, à mon avis, je sais pas ce que tu en penses toi, mais je pense que Abt là, il en fait trop. Moi, pour Oui, moi, il oui, en fait trop là. clairement, c'est vraiment exagéré comme réaction et surtout, ça fait quand même assez enfant gâté puisque c'est quand même un des ceux qui a reçu le plus de fan boost. On comprendrait d'un pilote de fond de tableau qui reçoit un peu moins que lui le fan boost qu'il s'énerve comparé à ce système. Mais Daniel Abt, je pense que c'est légèrement de trop cette réaction au fan boost. Ouais, je pense. Parce que bon, bah du coup, t'imagines bien que Agag, il lui a répondu. Ah ben assez violemment, oui, et puis ferme.
Ah oui, oui. Je vais te lire ce qu'il a répondu. Donc, le système de vote du FanBoost est constamment surveillé et revu pour assurer la vérification des utilisateurs et la crédibilité des résultats. Nous améliorons le système sans cesse depuis sa création lors de la toute première saison de Formule E, avec de nouvelles couches d'authentification ajoutées au processus de vote. Suite aux suggestions des équipes, le système est très fiable et les pilotes ne devraient pas perdre leur temps à questionner la validité du FanBoost. Question: le FanBoost est-il vraiment sécurisé comme Agag l'entend? Je pense qu'il y a eu des améliorations depuis le début de la Formule E, puisque le FanBoost est apparu dès la saison 1 et c'était vraiment une réelle innovation. Mais c'est vrai que lors des premiers épreuves, les doutes pouvaient se poser, vu que c'était quand même la première fois qu'il y avait un tel engagement populaire auprès des pilotes. Donc je pense que depuis l'e-prix de Pékin jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même eu une amélioration sur la sécurisation de ce vote du FanBoost. Déjà, on peut voter un peu moins souvent, sur un temps un peu plus restreint. Donc c'est quand même, ça évite quand même un bon nombre de bugs ou de votes aléatoires. Donc je pense que oui, le FanBoost est sécurisé, oui. C'est mon avis. Oui, parce que bon, après, il faut pas oublier qu'à une certaine période, on pouvait voter tous les jours et on pouvait voter sur Twitter, Sur Instagram. sur le site, sur Instagram, sur Facebook. On pouvait vraiment voter partout et chaque jour, c'est-à-dire chaque jour, on pouvait remettre un vote. C'est Ça a ça. été vite annulé, hein, mais voilà. Exactement, voilà. C'est pour Ouais. ça que il faut quand même faire confiance à ce que nous disent les dirigeants. Je pense que vraiment le vote du FanBoost s'est très amélioré depuis le début de la Formule E. Je pense que on n'a pas de souci à se faire sur ça, sachant que il n'y a pas encore eu de victoire due au FanBoost. Donc je pense pas que C'est vrai. ce soit très important de parler de ça. C'était surtout important de souligner la frustration de De Daniel Daniel Abt, Abt. qui est assez peu justifiée à ce niveau-là. Dans tous les cas, l'Allemand, bon, il s'est excusé, hein. Il a reçu un appel Oui, et de puis Alejandro c'est pas un Agag. mauvais Il garçon, s'est hein, excusé, attention, voilà, hein. voilà. Voilà, on n'est pas là pour non plus critiquer à tout va. Daniel Abt est quelqu'un qui fait beaucoup pour la Formule E, qui popularise beaucoup sur les réseaux sociaux, il échange beaucoup avec ses fans, donc c'est vraiment un bon représentant de la série 100% électrique. Donc c'est quand même à mettre sur le compte des résultats, je pense. Bah écoute, on va tout de suite faire une transition, je pense, qui va être pas mal. Oui, Daniel Abt, Audi Daniel Abt, Audi Sport, difficulté, Renault, difficulté. On va passer tout de suite au début de saison difficile pour Audi Sport Abt et Renault Williams. Donc voilà, Audi Sport Apt et Renault Idams, un début de saison difficile. Écoute, Guillaume, on va commencer par Audi, hein, tant qu'on y est. très bien. Bon, on commence par, je pense, parler du champion du monde en titre. Ouais. Malheureusement, Di Grassi, saison très très difficile pour lui. C'est horripilant de voir qu'il a encore marqué aucun point dans ce championnat alors que c'était le pilote le plus régulier de tous les temps en Formule E. Euh, aucun point, aucune victoire, aucun meilleur tour, rien du tout. Euh, 4 pannes mécaniques. Vraiment, la performance est au rendez-vous hein, chez Audi. C'est peut-être la voiture la plus rapide du plateau, mais aucune fiabilité depuis le début de la saison. Quand on voit Daniel Abt, par exemple, qui a fait, qui est une voiture un peu moins sensible aux éléments mécaniques pour le moment, c'est quand même un début de saison très très compliqué. 12 points marqués par Audi sur l'ensemble des 4 manches, c'est trop peu pour une équipe qui est double vice-championne du monde en titre. Ah oui, puis c'est 12 points marqués par Daniel Abt. Vu que Di Grassi en a marqué 0. 0 points pour Di C'est ça, Grassi. c'est ça. 71 points de retard sur le premier, sur Jean-Éric Vergne. C'est énorme. C'est Bah, énorme, moi, abyssal. je... Et
qui s'y Sa saison attendait? est Qui finie. s'y attendait à un début de saison comme ça, avec Tichita, Mahindra et DS à l'avant et Renault Idams et Audi à la traîne? Franchement, celui qui avait parié ça, je pense que il peut jouer à l'euro million, il risque de gagner demain. Il y a possibilité, c'est sûr. Parce que là, franchement, c'est vrai que c'est une surprise, hein. Moi, quand je vois Apt qui est 10e du classement avec 12 points, Di Avec Grassi 12 donc points. qui est dernier avec Bon, 0, Audi 9e avec 12 points. Ils sont 9e au classement. il faut 9e. dire, oui, neuvième avant-dernier, C'est dingue. C'est dingue. c'est dingue. Mais il faut dire aussi, voilà, qu'ils ont fait des fautes. Daniel Abt était dans le coup à Hong Kong. Et C'est si vrai. sans cet appendice technique qui n'était pas aux normes, il aurait déjà 25 points de plus. Donc Oui. ils ont fait des fautes impardonnables à ce niveau de la compétition. Après, il faut dire aussi que, bon, que ce soit Renault, dont on parlera après ou Audisport Apt, ils reposent essentiellement sur leurs deux champions du monde, Lucas Di Grassi et Sébastien Buemi, puisque quand on voit que quand ils ne sont pas dans le coup, Daniel Abt ou Nico Prost marquent des points de la 8e à la 10e place environ, c'est trop peu pour une écurie qui vise le titre de champion du monde, hein. C'est vraiment trop peu. Ouais, clairement. Puis Là, bon, on voit les deux équipes plus en difficulté, et donc on voit les deux pilotes, second pilotes, hein, les seconds couteaux, les porteurs d'eau, appelez-les comme vous voulez, beaucoup plus en difficulté. Déjà, les champions du monde sont déjà à la traîne, bien que Buemi s'est repris ces derniers temps. Euh, on voit quand même que Nicolas Prost et Daniel Abt sont vraiment là pour apporter des points à l'écurie, mais que pour le moment, ça se passe pas du tout comme ça devrait se passer. ah, c'est clair. Puis bon, bah, encore Buemi, on va y revenir, mais c'est autre chose. Mais Di Grassi, il a le moral dans les chaussettes. Il a déclaré Il y a de tout quoi. simplement qu'il n'avait pas le titre à l'esprit actuellement. Ah Que lui, pour lui, ben, son objectif, au moins il est réaliste. c'était vraiment de réparer la voiture pour qu'elle puisse finir les courses, voilà. Il veut pouvoir se battre pour la victoire, mais pour ça, il faut finir les courses. Il sait très bien que même si maintenant il vient à marquer des points, si la voiture elle est pas fiable dans les prochaines courses, ça serait impossible de se battre pour le titre. Et la première chose qu'ils doivent faire hein, chez Audi, c'est résoudre ces problèmes. C'est l'équipe, les ingénieurs et le pilote aussi qui doit donner son avis et son feedback pour vraiment améliorer ça et régler ce problème. Parce que Daniel Abt, comme tu l'as dit, n'a pas tant de problèmes que ça. Mais bon, il a que 12 points, il est que 10e. Mais je pense que voilà, Di Grassi, comme tu l'as dit, il est dans les coups, il arrive à aller dans les super pôles et tout. Voilà, sans ces problèmes-là, il Ah serait oui, sans ces capable. Parce que problèmes-là, il qui serait dit problème facilement. dit pénalité à chaque fois, donc bon. Exactement, exactement. C'est comme en Formule 1, hein. Il y a un règlement technique. Les écuries doivent le suivre, bien qu'il soit nettement moins strict et nettement plus à même à la compétition que celui de la Formule 1. Euh, Après, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que quand tout va bien, Lucas Di Grassi, à l'instar d'un Sébastien Vettel en Formule 1, est irrésistible et va signer des victoires ou des podiums à l'appel. Mais dès que il y a un petit grain de sable dans la machine, il peut tout de suite devenir beaucoup plus sombre et, euh, et beaucoup plus difficile envers son écurie ou la Formule 1 en général. Donc il faudrait peut-être aussi que le pilote en lui-même se pose des questions sur son style de pilotage et sur son abord à la course. Ouais, il a été très critique Di Grassi après Santiago envers Audisport, mais bon, je peux comprendre aussi quand vous sortez d'une saison comme il l'a fait l'an dernier, L'an il gagne le dernier, titre, oui, c'était exceptionnel, hein. Et il il y gagne le croyait titre, plus, bon. même avec toute cette série de victoires de Buemi. Et quand il a été remis là-dedans, après que Buemi ait manqué les deux prix de New York, c'est là qu'il a été fort. Il a pris les points quand il devait les Il a su prendre. prendre les bons points, Et tout à fait. il a été opportuniste et ça lui a valu le titre de champion. Et oui. Un titre de champion qu'il aurait peut-être mérité lors de la première saison, mais qui là aussi s'est écroulé au moment où il ne fallait pas s'écrouler, quand il y a eu le gros souci technique, parce que Audisport Apt, c'est vraiment les spécialistes au niveau des problèmes techniques d'après-course, hein. Quand même, Di Grassi a été disqualifié deux Ah oui. fois, Daniel Abt Ils aiment une bien fois. perdre les courses, oui, Oui, juste c'est ça, après ils les gagnent les avoir courses, mais gagnées. après ils les perdent, Ouais, c'est quand même exceptionnel. c'est vrai. Mais
voilà, c'est à ce moment-là que qu'il a perdu le titre au profit de Nelson Piquet Jr. Ah oui, oui, tout à C'est fait. clairement là. Donc il va falloir qu'il arrive aussi à galvaniser son équipe, même dans les moments les plus durs. Parce qu'il faut pas oublier que Di Grassi et Buemi sont des pilotes qui ont été habitués à se battre pour le titre depuis le tout Ah, depuis début le début, depuis de la l'histoire de première la saison. Formule E, et on va dire que c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans cette situation. Ah On va oui, clairement. maintenant, on va maintenant parler de Renault et de Buemi surtout. Oui, Bon, on peut parler de Prost aussi. C'est vrai que Nico Prost est quand même 15e, 15e 7 avec 7 points. points, c'est C'est pas fameux. Après, son gros bon, problème à Nicolas Prost, c'est les qualifs, hein, parce qu'en course, on a vu, c'est un dépasseur. Il arrive à remonter sans les problèmes techniques. Il est facilement dans les points, mais avec des mauvaises qualifications, il ne peut pas viser des classements hors normes. Donc, le point à travailler pour le Nicolas Prost, c'est vraiment les qualifications. Et oui, c'était peut-être le pilote qui signait le plus de pole position lors de la première saison. Donc, c'est-à-dire le l'homme de la super pole, enfin des qualifs en première saison. Et quand on voit qu'il est à la traîne comme ça lors de lors de cette saison, c'est quand même incroyable de le voir galérer à ce point au niveau des qualifications. Quand on voit que sa meilleure qualification, c'est la dernière à Santiago, je crois qu'il était 9 ou 10e. hmm. C'est vraiment, c'est vraiment très peu, quoi, hein. C'est Ouais. difficile pour lui. Il l'a avoué de toute façon que les qualifications c'était compliqué. Euh, Par rapport à son équipier, Seb, lui, il arrive à bien se qualifier. Et Oui, du coup, oui, oui. voilà, depuis deux courses, Depuis il deux marque courses, des ça va mieux points. pour cette Bohémie, ouais. Ouais, il marque des points. Il est quatrième au championnat maintenant, hein, grâce à ses deux dernières courses. Deux podiums, 37 points. Il a 34 points de retard sur Jean-Éric Vergne. Bon, 34 points, c'est beaucoup, hein, malgré tout. Oui, Mais s'il vient à faire trois victoires consécutives, il est devant, quoi. Enfin, il n'est pas oui, c'est devant, ça, mais tout à fait, hein. presque. Enfin, voilà, Voilà. mais bon, après, il faut dire aussi une chose, c'est que Sébastien Buemi, il n'a plus gagné 10 prix depuis 8 courses. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un gouffre pour Buemi, alors enfin, c'est le recordman de victoire C'est celui qui a le plus de victoires, ouais, ouais, tout à fait. en Formule E, et ça fait 8 courses qu'il n'arrive pas à gagner. Là, sa plus grosse quand même opportunité, c'était à Marrakech. Et ben, Rosenquist a été juste exceptionnel. Euh, Là, il était dans le coup sans l'être, puisqu'il y avait quand même, il y avait Nelson Piquet qui était peut-être plus rapide que lui, qui a été moins intelligent. Buemi a bien joué la course. Sam Bird était pas mal non plus sans ses soucis techniques dus à la chaleur de Santiago. Donc, on peut dire que ce podium, il est quand même, il est mérité, mais il était peut-être pas si évident que ça sur le papier. Donc, je vois mal Sébastien Buemi enchaîner 3 victoires consécutives, euh, tout du moins en ce milieu de championnat. Ça va être compliqué, ça c'est une certitude. En fait, je Surtout, pense qu'il va falloir une victoire à Sébastien Buemi, la première. La première ouais, victoire, et ça va ça va être le déclencher, déclic. Oui, je pense, c'est oui. clair. Ouais, c'est clair parce que en plus il y a de la frustration chez Boemi aussi, le fait de se faire battre par Tichita. Et il l'a déclaré, il a dit qu'il était déçu d'être derrière l'équipe cliente de Renault. Bon, il les a félicités aussi en disant qu'ils ont fait un excellent travail et qu'il faut les féliciter, que c'est le premier doublé de l'histoire de la Formule E et qu'ils le méritent. Mais ça montre aussi le travail que doivent fournir Buemi et Renault pour revenir réellement aux avant-postes. Parce que là, ils sont pas loin, mais pour moi, ils sont pas là. Non, Mahindra, Tichita sont clairement, devant. il y a au moins 3 voire 4 équipes devant. C'est-à-dire que pour moi, Techeetah, Mahindra DS, c'est les 3 forces en présence. Et Renault se bat pour le moment avec clairement avec Jaguar qui est revenu dans le coup et surtout avec un très bon Nelson Piquet. Mais ils ont aussi un Mitch Evans qui marque quand même des points contrairement à Nicolas Prost. Donc, Jaguar peut être aussi une écurie à suivre dans cette deuxième partie de championnat. Donc, je pense que Renault a beaucoup de travail avant de revenir à un niveau auquel on les atteint, c'est-à-dire tout en haut de Devant. l'affiche. Ah oui, non, c'est clair. Puis même Renault, au classement des constructeurs, s'est un petit peu rattrapé. Dans le même style que Buemi, ils sont cinquième avec 44 points, ils ont 45 points de retard.
Là aussi, c'est beaucoup moins que Audi qui en a 77. Bon, ça reste quand même un gouffre, 45 points, c'est Oui, beaucoup. surtout sur une écurie, comme je disais, même si Techeetah est une écurie cliente et que peut-être à la longue va un peu descendre, quoique on a eu l'histoire avec Brown Grand Prix, comme on en parlait la dernière fois, euh, c'est un peu la même guerre, hein. Jean-Éric Vergne, Techeetah, Jenson Button, Brown Grand Prix en Formule 1. Euh, Peut-être qu'ils vont y arriver, on n'en est pas là, mais je pense que Techeetah va un petit peu baisser en performance. Par contre, des constructeurs comme Mahindra ou DS, je vois mal ces deux écuries baisser de rythme. Donc, pour moi, Renault-Idams, pour aller chercher le titre constructeur, surtout puisque Nicolas Prost, pour le moment, est à la rue, ça va être très très compliqué. Très très compliqué. Et oui, faut pas oublier aussi, tu as raison. TS Virgin Racing est aussi dans le coup. Donc ça rajoute, voilà, ça rajoute de la difficulté à Renault. En tout Après, cas, on voit aussi que Alex Lynn a des difficultés à marquer des points comparé à Sam Bird. Donc, si Buemi arrive à se hisser au niveau de Bird, pourquoi pas. Mais ils ont déjà énormément de retard et je pense que pour moi, je veux pas être trop pessimiste, mais Renault-Idam cette année, j'y crois pas. Je pense que c'est rendez-vous l'année prochaine. oui, Renault qui a vraiment mis toutes ses forces pour la saison prochaine, ils l'ont dit, ça sera Nissan qui récupère l'équipe, mais Voilà, ils je pense travaillent que là, déjà, voilà, on vraiment, tout, tout, reverra tout est cette mis. écurie Idams, puisque le constructeur va changer, ce sera plus Renault, mais bien Nissan. Je pense qu'on reverra Idams en haut d'affiche l'année prochaine, bien qu'il soit capable de signer une ou deux victoires dans ce championnat, hein, il y a pas de problème là-dessus, mais au niveau des championnats pilotes et constructeurs, euh, quoique pilote, si Buemi peut arriver à gagner quelques victoires, va pouvoir se replacer dans les trois premiers, Oui, moi je mais pense que pas Buemi il plus. peut encore gagner le titre. Moi je pense que Buemi il peut encore gagner le titre. Je veux dire, il a 34 points de retard, il est encore capable, s'il rate aucune course cette saison, Voilà. il Non, est et encore ben, capable. c'est Voilà. prévu, hein, c'est prévu qu'il ne rate aucune course cette saison, hormis une catastrophe, hein, une blessure ou quelque chose comme ça qu'on lui souhaite pas. Je pense que il fera toute la saison en entière. Mais moi, j'ai bien du mal à voir Sébastien Buemi titré à la fin de la saison. Ouais. Moi je voudrais qu'on parle vite fait, avant de passer aux questions-réponses, Oui, de Nissan. Donc Nissan qui va venir remplacer Renault Idams l'an prochain, qui oui, présentera d'ailleurs sa monoplace pendant le mois de mars, là, au au Salon Salon de de Genève. Genève, ouais. Euh, Pourquoi, d'après toi, ça s'est fait comme ça? Pourquoi Renault s'éclipse pour laisser place à Nissan, qui fait partie du même groupe, hein, mais pourquoi, d'après toi? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est simple. Pour moi, c'est simple. Renault, son objectif à court terme, c'est de revenir à la victoire en Formule 1. Et je pense qu'ils ont mis clairement tous leurs moyens sur leur staff technique Formule 1. Et il faut pas oublier une chose, c'est que Alejandro Agag est un fan inconditionnel du continent asiatique et qu'il n'attendait que ça, que d'avoir une écurie japonaise sur la grille. Donc switcher Renault avec Nissan, euh, pour lui c'est gagnant-gagnant puisque Renault n'a plus rien à prouver en Formule 2. Ils ont gagné les trois titres constructeurs plus le titre pilote. Euh, c'est le bon timing, je pense, pour cette transition-là. Après, bien évidemment, hein, en étant français, c'est difficile de voir partir la seule écurie française à ce niveau-là. Mais gageons que certainement Renault reviendra dans le futur en Formule 1, peut-être pas à court terme, mais plus à long terme, quand l'électrification du marché automobile sera vraiment engagée. Moi, tu vois, moi, ça me... Bon, j'ai rien contre Nissan, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que Renault, c'est bon, une marque connue, enfin, qui est imposante, et c'est surtout, Bah, c'est une marque plus historique déjà. s'ils arrivent pas, oui, c'est une marque historique, mais s'ils arrivent pas à, à rectifier le tir cette saison, euh, je serais déçu pour eux de les voir partir en perdant, parce qu'ils perdraient le titre constructeur.
Et ça serait triste. C'est Encore vrai que qui. c'est dommage de ce point de Ouais, vue-là. Après, malheureusement, c'est déjà bien engagé dans ce sens-là. Mais je pense qu'ils vont quand même réussir à glaner au moins une victoire cette saison et que ils se je pense satisferont que de c'est ça important pour pour la marque. Ouais. ils se satisferont de ça pour en guise de revoir à leur public, malheureusement. Ouais. Bon, ok, Guillaume, eh ben, écoute, on va passer à une petite rubrique À où question je pour un vais. champion. À question pour un champion, où je vais te questionner pour voir si tu connais la Formule E. 5 Oula, questions. Voilà. ouais. C'est une rubrique qui va permettre aussi aux gens qui ne connaissent pas spécialement la Formule E de la découvrir, de De la découvrir, oui, comprendre. tout à fait, Et de. ouais. Voilà, c'est sympathique. Allez, on y va tout de Allez, suite. Allez, Guillaume, bon, est-ce que tu es prêt pour ce question-réponse? Déjà, oui, toujours. toujours? Bon. Alors bon, franchement, c'est le premier, donc on va y aller tranquille. C'est pas difficile en soi. Voilà. On va voir si tu as les bases. Allez, Normalement, tu les as, hein, tu es rédacteur normal. sur spiritfo.com. Normalement, Normalement, ça devrait être pas ok. trop mauvais, mais bon, faut Bon. mieux pas s'avancer trop, hein. Alors, première question. Quel Oui. est le tout premier vainqueur de la Formule E? Ta 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 ta, Lucas Di Grassi. Ah, bravo, bravo. Il est bon, ça va. Ça commence bien. J'aurais pu dire Ah, Nicolas Prost ou Nick Heidfeld, mais bon, ça oui, aurait fait des ordres. disons que eux deux sont les premiers acteurs de Ah la oui, Formule et E. ça aurait dû, l'un ou l'autre aurait dû être le premier vainqueur. Là, c'est pareil, Lucas Di Grassi a été opportuniste à souhait, hein, puisque Ah oui, dernier virage du dernier tour, c'était quand même un super final. c'était pour une première course impressionnant Ah, de voir ces deux c'était pilotes se exceptionnel. planter au dernier virage et de voir Di Grassi passer genre coucou les gars, eh ben la victoire elle est pour moi, C'est pour merci, c'est moi, sympa. ouais, sachant que les Avec deux étaient Franck Montagny aussi qui était là. à l'époque, ils étaient tous les deux coéquipiers chez Rébellion en endurance, Oui, ça a dû barder, ouais. ouais, je pense qu'il y a eu une petite explication sympathique entre les deux. Ah oui, je pense. Ouais. Alors, seconde question Guillaume. Allez. Très simple. Comment fonctionne le système des qualifications? Le premier ou le deuxième? Explique-nous tout le... Comment ça Alors, ok. fonctionne du début à la fin. Alors, c'est simple. Le premier système de qualification en Formule E, je te parlerai du deuxième après. Donc, le premier système de qualification en Formule E était classique, hein. C'était celui qui faisait le meilleur temps au tour signer la pole position. Il n'y avait pas il y avait pas de Q1, Q2, Q3. C'était sur une seule séance au temps. Et le pilote le plus rapide signait la pole position et les 3 points de celle-ci. Maintenant, le système de qualification se déroule en groupe. Il y a eu deux règles. Donc, la règle qui était en activité jusqu'à présent, c'était des groupes tirés au sort euh, avec un ordre aléatoire, donc groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Et les 5 pilotes les plus rapides sur l'ensemble de la phase de groupe se qualifiaient pour la Super Pole euh, se qualifier pour la Super Pole et donc partait du cinquième au premier pour s'élancer pour un dernier tour et le plus rapide de cette Super Pole signait la pole position et les 3 points. Et à partir de cette saison, les groupes sont répartis en fonction de l'ordre du championnat, tirés au hasard aussi selon l'ordre de passage, et le système reste inchangé. Les 5 pilotes les plus rapides de la phase de groupe en Super Pole, 5, 4, 3, 2, 1, et le plus rapide signe la pole position et les 3 points de cette dernière. Eh bien, je pense que la Formule E peut t'engager pour présenter les qualifications. Je pense Bah que c'est écoute, pas on fait ce mal. qu'on peut, hein. C'est pas mal. Bon, maintenant on va parler d'une équipe qui n'a fait qu'une seule saison. Est-ce que tu sais laquelle c'est? Oui, Trulli Grand Alors, Prix. Trulli Grand Prix. Alors, Trulli, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est Jarno Trulli, ancien pilote de Formule 1 chez Toyota et Renault F1. Tu peux nous raconter son histoire rapidement? T'en es capable? Oui, je pense que, enfin, Trulli a repris des cendres une écurie dont je me rappelle plus le nom, Draison qui Racing. Grayson Racing, voilà, qui devait s'engager et qui finalement a été désisté. Yarno a donc repris le- l'écurie. Bon, les performances n'ont jamais été trop au rendez-vous, à part sa pole position à l'E-Prix de Berlin.
Il a eu quasiment que des pilotes italiens à son bord. Donc il y a eu Michela Cerutti qui faisait avec Catherine Legge le tandem féminin. Il y a eu Vitantonio Luzzi, son ami, à Jarno. Les deux ont d'ailleurs apporté les uniques points de Trulli en Formule E. Et bon, ben, à la fin de la saison, Trulli a renoncé à participer à la saison 2 de Formule E, les coûts étant trop chers, et puis voulant retourner un peu dans l'anonymat et s'occuper de ses vignobles. Ah oui, parce que Trulli fait du vin. Du très bon, hein, Je sais apparemment. pas. Et Je sais pas. il est réputé en Italie, et j'ai jamais goûté, mais il paraît qu'il est très bon. Bon. Eh ben écoute, on te fait confiance, tu seras notre expert du vin. Je serai œnologue. Onologue. Onologue. Allez, avant-dernière question. Quels sont les champions du monde de Formule E? Attention, pilote et équipe. Je te laisse nous expliquer comme tu veux. Donc première saison, champion du monde constructeur Renault Adams, champion du monde pilote Nelson Piquet Jr. Une lutte à trois pour le titre au niveau du championnat des pilotes avec Nelson Piquet Jr., Lucas Di Grassi et Sébastien Buemi. Au départ, c'était une lutte à quatre avec Sam Byrne, mais ce dernier s'est un peu éclipsé avec le temps. Lucas Di Grassi a dominé quasiment la moitié de la saison avant de connaître un gros coup d'arrêt à Berlin, relançant Sébastien Buemi et Nelson Piquet Jr. qui a gagné à Moscou. Un final épique avec Bruno Senna qui bloquait Sébastien Buemi et un Nelson Piquet Jr. qui s'imposait pour un point à Sébastien Buemi. Renault Adams était au-dessus du lot au niveau des constructeurs puisque Dragon Racing était je ne sais plus 50 ou 60 points d'écart euh, à la fin de la saison. Deuxième saison, Renaud Adams et Sébastien Buemi leur pilote. Là, il n'y a quasiment pas eu photo, même si Lucas Di Grassi a fait illusion jusqu'au dernier Grand Prix, jusqu'au dernier Prix, mais Sébastien Buemi et Renaud Adams c'était vraiment les plus forts et ont signé deux belles victoires. Et puis l'année passée, Lucas Di Grassi et toujours Renaud Adams. Là, pareil, très très beau début de saison de Sébastien Buemi, mais qui a été contraint de louper les deux e-prix de New York pour aller aux 6 heures de Nürburgring. Et ça lui a coûté le titre, puisque à Montréal, il a marqué que très peu de points. Et pendant que Lucas Di Grassi engrangeait les gros points et allait signer son premier titre de champion du monde. Renaud Adams s'en sortait bien, puisque ils arrivaient quand même à conserver le titre constructeur au nez à la barbe de Audi Sport Schaeffler, puisque les petits points marqués par Nicolas Prost et Sébastien Buemi ont permis à l'écurie de signer son troisième titre en 3 saisons de Formule E, de championnat du monde des constructeurs. Ok, bah c'est bien expliqué. Moi, je rajouterais la magnifique manœuvre de Di Grassi lors de la dernière course de la seconde saison pour Oui, essayer de ça gagner le c'était une très titre. belle Hein, manœuvre, oui. bataille, ils ont gagné le titre grâce au meilleur tour en course, hein, on se Oui, rappellera. c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'il y a quand même ces De la points-là tension. sont vraiment cruciaux, la pole Ah oui. position, le meilleur tour en course, euh, et puis même si on va parler le fan boost, parce que sans son sans sa disqualification au Mexique l'an passé, il y a 2 ans, Lucas Di Grassi aurait remporté la course grâce au fan boost en dépassant Jérôme D'Ambrosio. Eh oui. Bon, bah écoute, allez, on va arrêter. Dernière question, après on arrête et on passe à un autre sujet. Bon, il est facile, normalement tu devrais y arriver. Bon, si tu Quel le est dis. le... Oui, je pense. Quel est le vainqueur du tout premier e-prix de Formule E à Monaco? C'était lors de la Ben première saison. c'est simple puisqu'il y en a eu qu'un seul en 2 éditions. C'est lui qui a chaque fois remporté les prix de Monaco, c'est Sébastien Buemi. Sébastien Bien joué. Buemi, premier prix de Monaco, très très beau. Enfin d'ailleurs les deux font partie des peut-être des 5 courses les plus belles en Formule E, puisqu'on a eu une très très belle bagarre entre les deux rivaux Nelson Piquet Jr. et Lucas Di Grassi, avec Sébastien Buemi qui a signé une belle pole position. Il a dominé de bout en bout, même si il était quand même sous pression des deux Brésiliens. Très belle victoire. Et le deuxième e-prix à Monaco,
Là, c'est entre Jean-Éric Vergne et Nelson Piquet Jr. que ça a bardé. Et finalement, ça a permis à Sébastien Buemi de signer un nouveau succès dans la troisième saison de Formule E, puisque on rappelle, les prix de Monaco se déroulent un an sur deux, puisque à Monaco, un an sur deux, c'est les prix, et un an sur deux, c'est le Grand Prix historique avec les vieilles monoplaces de Formule 1. Exactement. Et moi, l'image qui me marque quand j'entends Formule E et Monaco, c'est le crash de Bruno Senna lors du premier tour, hein, lors de la première Ah course, oui, oui, où il j'oubliais monte, je cette sais plus image qui sur quel était pilote, sur Daniel Abt et d'ailleurs. Sur Daniel Daniel Abt, Abt. ouais, et impressionnant, impressionnant crash là aussi. C'est vraiment l'image, moi, qui me marque le plus. Ce crash là, il est C'est vrai que incroyable. c'était un crash très impressionnant et ça a laissé sur le tapis au moins 6 ou 7 Ouais, monoplaces non, dès le et premier tour. c'était vraiment euh, c'est un fait unique en Formule 1, laisser sur le carreau 6 ou 7 monoplaces. Après l'étroitesse de Monaco a fait son œuvre, donc c'est pour ça qu'on peut qualifier les deux Prix de Monaco comme deux des plus belles courses de l'histoire de la Formule. Tout à fait. Bon, bah très bien, tu t'en es bien sorti, Guillaume, Ça franchement. va, je pense que ça a été, oui. Bon, c'est bien, c'est bien. On va passer, écoute, à une nouvelle rubrique. Et donc, on va parler maintenant des Grid Girls. Nos amis de la Formule 1 s'en sont occupés avec l'actualité ces derniers temps. Bah, je te propose qu'on y aille tout de suite. Oui, oui, oui. Et ben, heureusement que les monoplaces commencent à apparaître en ce début de saison là, parce que ça prenait tellement d'ampleur que les gens commençaient vraiment à se lasser de ce sujet. Euh, Franchement, je pense qu'il y a des choses vachement plus importantes à régler en Formule 1 à l'heure actuelle. Et en Formule 1, on rigolait bien de ça. Donc, la Formule 1 va reprendre une idée de base de la Formule E, c'est-à-dire remplacer les Grid Girls par les Grid Kids, ce qui prouve quand même que la Formule 1 peut apporter des idées à la catégorie reine du sport automobile. Euh, et pour répondre à ça, puisque Alejandro Agag et son équipe avaient dit que les Grid Girls ne reviendraient pas, justement puisqu'on était au XXIe siècle, ou alors très rarement, eh bien, vu que la Formule 1 veut piquer les Grid Kids, eh bien les Grid Girls font leur retour en Formule 1 juste pour être dans l'esprit contradictoire de la Formule 1. C'est quand même assez cocasse. Ah oui, il l'a déclaré, il a dit que les Grid Girls devraient faire partie des sports mécaniques. Il dit aussi que pour lui, ce n'est pas le problème le plus important dans le sport auto aujourd'hui, que ça devrait être un Largement. non-problème, que parfois, bah, ce sera des enfants et parfois ce seront des Grid Girls. Ce qui est Elles n'ont une rien très fait bonne de idée. mal. Cela fait partie de la tradition visuelle des sports mécaniques. Il n'est pas du tout ennemi du concept des Grid Girls, Alejandro Agag. Et il le dit, il y aura des Grid Girls. Peut-être pas à toutes les courses, mais il y en a sur certains éprix qui seront là. Ça fait partie de la tradition des sports mécaniques pour lui. Et donc voilà, il va changer ça. J'ai quelques questions pour toi. Oui. Déjà, sur les Grid Girls, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses des Grid Girls, toi? Est-ce que ça te plaît? Euh, oui et non, puisque ça fait partie de l'histoire du sport auto. On a toujours vu des Grid Girls en Formule 1, en Formule E, en WEC, on avait toujours vu ça. Donc ça faisait partie de l'environnement du sport automobile. Donc elles avaient leur place et puis ça faisait quand même une touche féminine dans un milieu assez masculin. C'était pas forcément désagréable, mais après, moi je vais être très franc, je suis assez blasé par le sujet. Quand on voit aujourd'hui que une écurie domine outrageusement la Formule 1 comme Mercedes ou Ferrari et qu'on peut pas avoir une vraie bataille de pilotes, même si bon ils essayent, Liberty Media essaye quand même de faire des choses comparées à Bernie. C'est un sujet qui m'importe peu. D'accord, donc toi, les Grid Girls, que ce soit en Formule 1, en Formule 1, tu t'en fous un peu. Le principal, c'est la course, Exactement, oui, c'est le le spectacle. principal c'est quand même les pilotes qui s'affrontent sur la piste. On paye pour voir ça, on paye pas pour venir voir des petites femmes en bikini, quoi. Pour toi, tu penses que du coup, la F1, elle copie la Formule 1 ou inversement, ou comment ça se passe? Enfin, copier, c'est un grand mot. S'inspirer, oui, puisque Liberty Media, bon, déjà a des actions en Formule 1, donc
ça joue beaucoup là-dessus, mais Chase Carey et son équipe sont loin d'être imbéciles et voient que la Formule 1 est de plus en plus populaire, que ce soit auprès des constructeurs ou auprès des fans. Donc, ils vont puiser là où les, comment dire, où les idées fusent en ce moment. Donc, c'est loin d'être idiot. Et par contre, oui, on peut quand même dire que y a pas, c'est pas du copiage, mais ça s'inspire beaucoup. Et justement, je trouve ça très 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 drôle que Alejandro Agag ait dit bon, ben vu que maintenant ils reprennent les Grid Kids, eh ben nous on va reprendre les Grid Girls. C'est Oui, c'est drôle, c'est assez ils essayent rigolo. Ouais. de se démarquer un peu en Voilà. disant, bon bah écoute, ok très bien, bah nous on recommence du coup. Alors, à savoir que la Formule E n'a jamais vraiment dit adieu aux Grid Girls, hein. Elles étaient Non, là c'était lors de la première course à Hong Kong. voilà. Voilà, c'est Bon, ça, c'était à la demande et je trouve ça très 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 bien comme ça change un petit peu selon les situations géographiques, les pays dans lesquels on se trouve. Je trouve que ça apporte déjà bon, l'idée des Grid Kids pour moi est très bien, que ça permet à des enfants d'approcher leurs idoles et les monoplaces. Je trouve ça très bien, mais c'est très bien aussi d'avoir le côté féminin qui ne disparaît pas totalement de l'univers du sport auto. Donc, euh, très bonne idée de ne pas s'en séparer non plus définitivement. ouais, c'est une alternative, hein, Voilà. les Grid Kids, c'est une alternative, c'est cool. Je pense qu'il y a plein d'enfants, moi étant enfant, j'aurais kiffé être à côté de Fernando Alonso sur une grille de départ, par C'est exemple, ça. ou de Sébastien Buemi en Formule 1, Voilà. hein. Ou Nico Moi, Rosberg pour ma part, mais voilà, c'est ça qui est c'est cool. un beau cadeau qu'ils font à des enfants. Certains trouvent ça un peu ça se comprend, c'est un peu de nostalgie vis-à-vis des Grid Girls, mais je trouve que c'est quand même une avancée et que ce concept-là est bon, même si je pense que le modèle Formule E est encore au-dessus de celui de la Formule 1, c'est-à-dire toutes les possibilités sont ouvertes. Ouais. Et puis moi, je pense que autant les Grid Girls, je ne sais pas si elles étaient toutes fans de Formule 1 ou de Formule Je E. pense que c'était surtout leur travail. C'est ça. Autant les Après, enfants, eux, ce seront ou des jeunes qui font du karting ou des passionnés. Et là, enfin, moi je trouve qu'on est. J'ai rien contre les Grid Girls non plus, même si je pense que j'ai toujours été pour une alternative avec ou une fois des garçons, comme ça a été le cas une fois à oui, Monaco, il me voilà, ouais. semble, en Formule 1, une fois des femmes, une fois des enfants. Moi, je trouve que ça pourrait être cool de faire une vraie alternative, un vrai changement, voilà, de temps en temps des femmes, de temps en temps des hommes, de temps en temps les deux, de temps en temps des enfants, pour permettre à tout le monde de pouvoir être sur la grille de départ avant les courses. Je trouve que ça pourrait permettre à des fans, ou même par exemple mettre un système qui permettrait, voilà, un système de vote en ligne où il y aurait un tirage au sort et où la Formule 1 inviterait 20 personnes à tenir le pancarte, ou même sur les circuits, un genre de Et tombola le samedi. Yannick, tu devrais intégrer la FIA pour donner tes idées. Mais Je suis non, mais totalement d'accord avec toi. c'est la vérité. Mais c'est Imagine vrai, mais c'est les vrai. personnes qui ont un passe 3 jours pour le Grand Prix, le samedi à la tombola, hop, le soir, les gens sont là le dimanche pour le Grand Prix, et ben très bien, ils vont faire le truc, ils Voilà. sont tirés au sort, c'est super cool, Je c'est pense génial, je que trouve. je pense que tu as tiré là une excellente idée qu'on n'avait pas entendue jusqu'à présent, que Chase Carey, Ross Brown et Sean Bradley t'entendent. Mais, Ce serait mais vraiment ils un vont nous truc. entendre grâce au podcast de Spirit FE, Ah il oui, n'y a oui, bah aucun ça c'est problème. sûr. Ouais. Enfin voilà, bon écoute Guillaume, très bien, c'est bien d'avoir donné notre avis sur les Sur Grid le Girls, sujet. et Oui. voilà. Maintenant on va passer à notre dernière news Formule E, Ouais. la nouvelle monoplace. La Allez, nouvelle. c'est parti. Alors Guillaume, on y est. La nouvelle monoplace de la Formule E qui sera dévoilée à Genève lors du salon Du salon de automobile l'automobile. international de Genève en mars. Euh, bon, on a une monoplace évoluée, que ce soit le châssis ou l'aérodynamique ou les performances, voilà, les capacités des batteries. On va revenir sur tout ça. Tout d'abord, je te propose
je te propose de comparer Oula, les deux voitures. comparer, oui, oui, d'accord. Sous quel terme? Eh ben écoute, moi j'ai toutes les caractéristiques Oui, des deux monoplaces. Donc on peut faire point par point. Déjà, on va parler de la monoplace globalement, hein, de son design. oui, Donc la SRT-01E qui a donc servi aux pilotes jusqu'à de présent. Formule E jusqu'à présent lors des 4 premières saisons de la série 100% électrique, va Voilà. laisser sa place à la SRT-05E, appelée aussi Gen 2, Gen 2. et qui sera donc en piste dans pas longtemps d'ailleurs, pour des essais collectifs. Et surtout, elle sera en piste engagée lors Lors du de la championnat saison du monde de 5. Formule E de la saison 5. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle monoplace? Juste le design, qu'est-ce que t'en penses? Le design, c'est un monstre aérodynamique, hein, je fais que le répéter. C'est vraiment un superbe travail qu'ont fait les ingénieurs de la Formule E. C'est juste monstrueux ce qu'ils ont réussi à faire. Ça casse vraiment les codes de la monoplace. Après, voilà, il y a ça qui joue en jeu aussi. Euh, En cassant les codes de la monoplace, on retrouve quand même un aspect plutôt prototype de cette Gen 2, mais je pense il était grand temps de découvrir les monoplaces du futur, et c'était grand temps, voilà, de, de casser les codes et de montrer, voilà, ce qu'on aura à l'avenir. Les monoplaces, ce sera ça, et c'est un très 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 beau boulot. On voit le halo qui passe très bien. Moi qui suis pas vraiment du tout un grand fan du halo, je trouve qu'il est assez élégant dans cette monoplace. Quand on voit les appendices aérodynamiques, c'est juste fou. Non, je pense c'est un très très beau travail, il faut le saluer. Bon, après, chacun ses goûts au niveau de l'aspect visuel, mais c'est pas non plus dérangeant. Voilà, c'est pour moi c'est pas forcément une monoplace à proprement dit, mais une superbe voiture futuriste. Ouais, moi j'aime bien aussi, pour tout avouer, je trouve que on retrouve en elle de ce que les équipes de Formule 1 ont l'habitude de nous présenter en disant la Formule 1 ressemblera à ça dans Exactement, 10 ouais. ans. Eh ben on l'a là, donc c'est pas dans 10 ans, c'est l'année prochaine, nous, Voilà, en c'est Formule ça. E. Donc C'est c'est cool. pour ça, on pourra encore dire à la Formule 1, regardez, nous on est au 21e siècle. C'est Ah oui, bah là on est dans le turfu comme on dit, on est à fond là. Là ah là, franchement, en termes on de pourra pas design, on pouvoir faire pouvait beaucoup pas. mieux dans les prochaines années là. Non, mais C'est je pense qu'elle est prévue pour rester 3 saisons, cette monoplace. oui, mais Euh, donc, euh, personnellement, je pense que il y aura pas de grande révolution au-delà à la saison 8. Je pense que on va aller plus dans la continuité, à moins qu'il y ait un gros problème avec cette monoplace, mais je ne pense pas que on aura une SRT 08 ou 09 Normalement, dans aucun le 3. problème avec la monoplace. En tout cas, Exactement. elle a déjà Voilà. roulé en piste, elle a été testée, et aucun problème. On Elle pourrait freine, elle aussi, avance, il n'y a aucun euh, souci. faut qu'on parle aussi, c'est de l'évolution majeure de cette monoplace, c'est qu'elle puisse couvrir l'entièreté d'un e-prix. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, cette monoplace qui peut couvrir un e-prix? Eh ben, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle n'est pas que visuellement différente. Elle est, voilà, là, devant moi, j'ai la différence entre la Gen 2, donc la nouvelle monoplace, et la toute première génération. On a une différence énorme, que ce soit en termes de puissance, que ce soit en performance lors des courses, que ce soit en capacité de batterie, donc qui va permettre au pilote, comme tu me demandes, de couvrir l'intégralité d'une course. C'est génial, on avance, voilà, ça a presque doublé en performance. C'est cool, c'est une voiture qui est moins chère en production parce que tout simplement la première voiture était certes moins chère à construire, mais il y en avait deux. Là, il n'y en a qu'une. Donc déjà, en termes de coût, c'est fantastique parce que c'est ce que veut la FIA et la Formule E. C'est pas de réduire les coûts au maximum, mais en tout cas, c'est de pas les augmenter. Et là, ils y arrivent très bien avec une monoplace, une nouvelle monoplace, avec une monoplace qui sera
plus performante, qui sera capable de tenir une course entière. Moi, je pense vraiment que c'est bien, ils vont dans le bon sens. Après, bon, encore une fois, c'est pas vraiment le sujet, mais le fait de pas changer de monoplace, ça enlève l'arrêt au stand à la Oui, mi-course l'arrêt qui au stand apportait atypique. beaucoup. Oui. Oui, ça apportait beaucoup, pas spécialement parce que il fallait qu'ils sautent de leur voiture pour aller dans l'autre, mais Mais ça ça, apportait ça, quand ça même apportait du quelque piquant chose. aux Voilà. courses, Il y mais en je a, ils pense prenaient des qu'ils vont. pénalités grâce à ça. Il y en a Voilà. qui se faisaient, qui perdaient du temps. Il y en a qui, bon, il se passait plein de choses grâce à ça. Et là, voilà. Et c'est pareil. Il faut aussi penser que bah, il n'y a plus qu'une seule voiture. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura deux voitures quand même dans les stands ou il y en aura vraiment qu'une? Parce que s'il y en a qu'une et que les pilotes se crashent Alors j'ai peut-être une info. pendant, ouais, La Formule E voudrait tester un système de recharge batterie, faire des arrêts au stand en recharge batterie, c'est-à-dire brancher la monoplace pendant, je ne sais pas moi, 5, 6, 7 secondes et qu'elle reparte sur la piste avec un plus au niveau de la puissance du coup, vu qu'ils auront récupéré de la batterie. C'est une des idées qui a été évoquée. Alors c'est loin d'être mis en place, il n'y a pas encore eu d'essai, rien du tout, mais je trouve cette idée relativement intéressante pour compenser la perte de ces arrêts qui étaient, en plus avec les prix de Santiago, sans la limite de temps, était très spectaculaire et ça faisait partie du spectacle Formule E. Si on pouvait avoir des ravitaillements en énergie sur les voitures, ça pourrait être aussi très intéressant. ouais, c'est cool. En plus, on a la technologie pour le faire avec Qualcomm. C'est On ça. a clairement la technologie, voilà. C'est une idée, c'est pas mal. Mais moi, vraiment, ce qui me fait peur, en fait, je trouve ça génial qu'on arrive à pouvoir faire une course entière avec une seule monoplace. Mais le fait de n'avoir plus qu'une seule monoplace, on n'est pas sur un Grand Prix de Formule 1. Un Grand Prix de Formule 1, il y a du temps entre les séances. Là, si vous vous retrouvez avec un crash entre la deuxième séance et les Ah là, qualifications, il comment vous va y avoir un faites? petit problème là, oui. C'est sûr que là, Comment font les les pilotes équipes? vont être Parce très que très pénalisés. Mais après tout, ça fait partie de la course. Et puis, on n'en est pas encore là, mais le problème de cette monoplace aussi, c'est qu'elle est plus large, c'est qu'elle va plus vite, et que certains circuits seront pas forcément adaptés. Donc, je pense qu'il va y avoir une refonte complète du calendrier de c'est certains prévu, hein. circuits. Donc, je pense que la Formule E, telle qu'on le voit aujourd'hui, ne sera pas du tout pareil l'année L'an prochain. prochaine Ouais, ouais, c'est et clair. Bah on oui, parce aura que un là, autre spectacle, hein, clairement. là, franchement, moi, je me suis posé cette question-là ces derniers temps. Voilà, s'il y a un crash, comment on fait? Là, parce que à l'époque, là, aujourd'hui, un pilote se crache lors de la seconde séance d'essai libre. Il prend la Bon, il se deuxième dit, ça, voiture. ça fait chier, j'espère qu'ils vont pouvoir la réparer pour la course, parce qu'il faut que j'utilise les deux voitures, mais pour la qualif, pas d'inquiétude, j'ai l'autre voiture. Là, eh ben, c'est fini ça. Là, c'est terminé. Ou alors, Donc, il y aura peut-être beaucoup plus de pièces de rechange, puisque là, justement, c'est ça qui était bien avec la Formule E, c'est que vu qu'il y avait deux monoplaces, le temps que tu répares celle qui a été cassée, tu peux rouler avec l'autre. Mais peut-être que justement, même s'il n'y a pas beaucoup de temps, il y aura plus de place pour des pièces de rechange et que les mécaniciens vont donc se concentrer là-dessus et gagner en rapidité au niveau des réparations. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire ça à l'heure actuelle. ouais, j'espère. J'espère. Bon, en tout cas, on va revenir un petit peu sur les caractéristiques de cette nouvelle voiture. Puissance maximale qui passe de 272 chevaux à 340 chevaux. Pareil en course, hein, donc en course, elles sont limitées, hein, il ne Oui, faut pas utiliser tu peux pas tant utiliser la de puissance max. kilowatts. Bah là, c'est pareil. Là, c'était 245 chevaux en mode course, et maintenant, on passe à 299 chevaux, c'est-à-dire plus de chevaux que la capacité maximale de la voiture actuelle. Oui, Donc c'est fort. c'est un La truc, capacité de la ouais, batterie, pareil, hein, on double, on passe de on double 28 kWh à à 54. 54. Voilà, c'est énorme. Et le poids qui augmente seulement de 8 kilos. C'est ça qui est fort, ouais. C'est que C'est la dingue. batterie est plus lourde, la batterie est plus chère, la voiture est plus large,
On a plus l'aérodynamique d'éléments est très carrosserie présent et tout ça. Ouais, et, ouais. et on gagne que 8 kilos. Ça veut dire que le rapport poids-puissance est juste exceptionnel sur cette voiture. C'est vraiment, je D'ailleurs, pense que les pilotes vont ouais. se régaler à conduire la nouvelle Bah, il Formule y a 1. moyen, parce que bah, il me semble que c'est Lucas Di Grassi qui a déclaré que la voiture serait sûrement capable d'atteindre les 300 km/h. Ah, mais je pense que il a parfaitement raison, hein, sur une longue ligne droite, puisque maintenant je pense que les circuits vont être obligés d'adopter une longue ligne droite dans leurs caractéristiques pour voir justement jusqu'où ces voitures peuvent aller, puisqu'il faut rappeler aussi que la Formule 1 est le laboratoire des véhicules électriques de Monsieur Tout-le-Monde, donc il va falloir tester jusqu'où cette monoplace peut aller. Et je pense que elle pourra être capable d'atteindre les 300 km/h. Ouais, il y a moyen. En tout cas, moi, je suis impatient de l'avoir en piste. Ils vont rouler, alors je sais plus trop où, il me semble que c'est en Espagne. Il y aura des essais collectifs avec Nissan d'ailleurs, Nissan qui sera là. Renault ne participera pas donc à ces essais, mais Nissan sera présent. Ça sera les premiers essais, mais ça arrive là, il me semble, c'est fin mars ou début avril, je crois. Oui, c'est juste juste C'est avant entre deux courses. le salon de Genève. Donc oui, ça va bientôt arriver. De Ouais. toute façon, on sera là avec l'équipe pour, Oui, oui, on en pour parlera sur suivre Spirit, y a aucun sur le souci. site internet. C'est clair. Bon, ben, on a bien parlé de la Formule E, Oui, Guillaume. On va terminer doucement ce podcast avec une rubrique que l'on appelle le flash électrique. Donc c'est ça va ça. parler de différentes catégories électriques, ou nouvelles catégories. On y passe tout de suite. Oui, donc Yannick, on va parler à présent de la moto I. Ce sera la première catégorie qui ne sera pas du sport automobile électrique sur notre site internet. C'est une nouveauté également. La moto I est soutenue par le MotoGP. Première question, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle catégorie et pourquoi suivre cette catégorie sur notre site internet? Bon, ben déjà, comme tu le dis, c'est une catégorie qui est soutenue par la MotoGP. Donc MotoGP qui est le top du top, on va dire, en compétition moto, qui lance donc cette Coupe du Monde, comme ils appellent ça, de la moto électrique, avec un total de 11 équipes et de 18 pilotes. Donc il y aura des équipes de MotoGP, des équipes de Moto2 et de Moto3. Et donc voilà, c'est 7 structures indépendantes qui participeront au championnat, donc indépendantes qui participent à la MotoGP également, hein. Voilà, on aura des différences entre les équipes, parce que des équipes sont plus Oui, bien sûr. professionnelles que d'autres. Bien sûr, Et quand on a des Tech 3 ou des Aprilia, voilà, c'est ce ça. sera pas forcément la même compétitivité que un team de Moto 2 ou de Moto 3. Tout à fait, parce que voilà. En gros, il y aura, j'ai déjà le nom des équipes. Il y Oui, aura Angel Nieto, Aventia, Gresini, LCR, Marc VDS, Pramac et Tech 3. Donc ça, c'est les équipes MotoGP. Ensuite, il y aura des équipes, donc deux équipes de Moto 2, oui, que l'on ne connaît pas pour l'instant, et deux équipes de Moto 3. d'accord. Donc ces quatre équipes se partageront les motos restantes en sachant que il y aura de quoi animer le peloton tout simplement grâce à la moto I, avec des différences de compétition, de niveau hein, entre les motos GP, les motos 2, les motos 3. Et puis bon, je vais te parler aussi un petit peu rapidement hein, des performances de ces. C'est dingue, on parle tout le temps de monoplace, alors j'ai vraiment du mal à te dire moto. On va parler donc des performances de ces motos. 147 chevaux, C'est énorme. c'est pas mal. Donc elle serait capable, d'après les dires de la MotoGP, d'atteindre les 100 km/h en 3 secondes et d'avoir une vitesse de pointe de 250 km/h. C'est impressionnant. Pour une première moto I, c'est quand même une grosse statistique. Et puis, c'est le début aussi de l'électrification de la moto, qui va pas forcément plaire à tout le monde, hein, ça, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, mais Oui. qui est, Bon, on est habitué aussi. voilà, on est très habitué avec déjà le sport auto et l'automobile en général.
Mais toi, qu'est-ce que tu penses justement de cette première approche de la moto électrique au niveau voilà, de cette première moto électrique, toute première née, euh, qui va être la pionnière d'une génération qui va vers l'électrification. Je pense que pour débuter, c'est bien. Franchement, on a de la performance, on a une moto qui est jolie, et c'est surtout, il faut penser que ces motos vont rouler sur les circuits des pilotes de MotoGP aussi. Et oui. Donc elles ne vont pas, faut pas s'attendre à des courses En fait, voilà, ce qu'il aussi faut dire longues. Ça va être 10 tours, hein. à nos Ça sera des auditeurs, courses sprint de 10 tours, c'est ça. pas plus, hein. C'est ce qu'il faut Voilà, dire à donc nos auditeurs, c'est que la e-moto, pour le moment, ça sera une catégorie qui sera en plus dans les week-ends MotoGP, c'est-à-dire que ça sera en avant-première de la course de MotoGP, de Moto2, de Moto3, puisque les plateaux suivent à peu près tout le temps. Donc ça va être vraiment un plus au niveau des week-ends de course et pour les spectateurs, c'est vraiment quelque chose qui est bien, quoi. Quand tu payes un billet à un prix c'est quand sympa. même Surtout que les Grands Prix moto, les week-ends de Grands Prix moto sont vraiment sont, très très sont très denses. animés, hein. Oui, Voilà, c'est très animé, c'est très sympa. Et donc là, la Moto E serait placée juste avant la course de MotoGP. Donc il y c'est aurait ça. Moto 3, Moto 2, Moto E et MotoGP. Donc bah, 4 courses en Formule 1, on n'a pas ça. Hein. Non. Souvent, les courses des catégories inférieures se passent le samedi. Le dimanche matin, il y en Les a seules courses qu'on peut deux, avoir, c'est à pas plus quoi. Barcelone ou sur des circuits où tout le monde va, comme Monaco, où on peut avoir la Formule 2 ou la Formule 3, GP3, et éventuellement de la Le Porsche Super Porsche, des Cup, fois, ouais, la ouais. Porsche Super Cup, mais c'est vrai qu'on n'a pas toute cette densité que peut connaître la moto, et je pense qu'il faudrait s'inspirer de ce modèle-là pour rétablir en Formule 1 un avenir populaire de la série. Clairement. Bon, bah écoute, Guillaume, on va passer. Je vais te questionner sur le trophée Andros. Bah, Oui, ta catégorie à toi. ah oui, on C'est peut ton dire ça kiff. comme ça. Tu aimes le trophée Andros. Ah Et oui, tout à fait. je vais avoir qu'une seule question. Je voudrais que tu nous résumes un petit peu cette saison. Qui l'a gagné, qui a été performant. Voilà. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé cette saison en trophée Ah, Andros. cette saison a été particulièrement intense. Il y a eu énormément d'invités. D'habitude, il y a beaucoup d'invités, mais là, il faut dire que on a eu de tout. Euh, on a eu des pilotes qui viennent régulièrement, enfin, des Guillaume Play ou des Arnaud de Samer ou des Julien Febvre qui viennent régulièrement, plus des invités de marque qui sont là pour la première fois. Je pense notamment à Claudio Capeo ou à Michel Saran, le cuisinier. Sinon, au niveau de la compétition, on a eu une superbe bataille à 4 entre les 4 protagonistes habituels, Aurélien Panis, Vincent Beltoise, Christophe Ferrier et Louis Gervosan. C'est vraiment les 4 animateurs du trophée depuis 3-4 ans. Il y a eu Mathieu Vaxivière qui a dominé la première partie, mais Mathieu Vaxivière, depuis 2 ans, ne participe que ponctuellement à certaines manches du trophée, donc il ne peut pas jouer le championnat qu'il a gagné il y a 2 ans. Et on a eu la première victoire du coup d'Aurélien Panis, après être 3 fois vice-champion, ce qui était Impressionnant, inconcevable, ouais. hein, impressionnant. Il Ouais, a ouais, perdu c'est. contre Nicolas Prost, il a perdu contre Mathieu Vaxivière, contre Christophe Ferrier, qui est vraiment le maître du trophée Andros électrique. Et cette année, il a réussi à remporter ce trophée. Et il faut dire qu'il le mérite, hein. Il a signé quand même 4 victoires cette saison. C'est quand même pas mal. Il a devancé de 30 points, donc c'est peu dire quand même, hein. Il avait vraiment Il de a l'avance dominé. Ouais, ouais. sur Vincent Beltoise qui réalise sa meilleure performance en Enedis Trophée Andros. Christophe Ferrier, le champion en titre, termine troisième. Christophe Ferrier qui a commis beaucoup d'erreurs en début de saison. Euh, les premières manches ont été difficiles pour Ferrier, qui avait était peut-être pas aussi concentré que la fois dernière, merde, le trophée de l'an dernier.
Et on a eu la belle surprise d'avoir un Louis Gervoson très 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 régulier qui finit à 5 points seulement de Christophe Herrier au pied du podium alors qu'il a signé 3 victoires cette saison et qui réalise son meilleur trophée Andros de sa carrière. Donc ces quatre-là étaient vraiment au-dessus du lot. On peut aussi parler de Julien Andloer qui finit donc cinquième, qui a partagé son volant avec Dorian Boccolacci. Euh, Jeune espoir français, oui, les Dorian. deux sont de grands espoirs, ils Ouais. sont très jeunes et les deux ont réussi à remporter deux victoires. Donc c'est quand même excellent. Dorian Boccolacci qui a pas participé qu'à trois manches. C'est pour dire que il était vraiment, il est vraiment un grand espoir du sport français. Julien Andloer, donc qui était là que depuis l'année dernière et qui se replace encore dans le top 5. C'est peut-être le futur vainqueur du l'Enedis Trophy Andros électrique dans les 3 ou 4 prochaines années à venir avec Louis Gervoson. Voilà, Gervoson pouvait pas non plus se concentrer exclusivement sur le Enedis Trophy Andros électrique puisqu'il était également engagé dans la catégorie thermique, la catégorie élite, pas élite pro, élite, c'est la catégorie en dessous de l'élite pro, c'est-à-dire avec Margot Lafitte, Eddy Benezet et compagnie. Gervoson a quand même fait un gros score cette saison. Et ben pour finir cette revue du Trophée Andros électrique, j'aimerais saluer donc la victoire d'Aurélien Panis qui rejoint donc son père qui a gagné en thermique et Aurélien donc qui gagne en électrique et qui l'année prochaine passera en thermique, en élite ou en élite pro. Ça, on le saura l'année prochaine. Et Arnaud de Samer, il s'est battu contre des Ferrari, peut-être? Non? Non. Arnaud de Samer, non. Arnaud de Non, c'est Samer, pas grave. Ok. au niveau des invités, Arnaud de Samer est quand même bien placé. Il termine Ah, troisième au mais classement des invités. il est impressionnant, Arnaud. Ouais, il se démerde Voilà. bien hein, Il au termine, volant. pour te faire un exemple, Dorian Boccolacci qui a participé à trois épreuves, Arnaud de Samer à 4. Arnaud de Samer termine seulement à 8 points de Dorian Boccolacci, qui est un pilote professionnel. C'est quand même une sacrée performance. Sachant que le trophée des invités a été remporté par l'animateur radio Guillaume Play, qui était également euh, le, le représentant, De la le parrain de Catalogne. l'Enedis Trophy Andros électrique cette année. Oui, pour petite anecdote, Arnaud, si tu nous entends, on t'attend hein, sur Spirit pour une interview ou quoi. On t'aime bien, hein, voilà. Oui, exactement, oui, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir une interview de Arnaud de Samer en sport automobile, ça serait particulièrement rigolo et sympa à faire, je pense. Je pense aussi. Bon, allez, dernière petite question. Rallycross qui va s'électrifier, qui va devenir 100% électrique. C'est prévu pour quand, Guillaume? Alors, Rallycross 100% électrique, encore une nouvelle catégorie sur notre site internet spiritf.com. Voilà, c'est prévu pour 2020. Électrification complète avec déjà des constructeurs à l'affût. Hein, voilà, Audi, Peugeot et Volkswagen sont déjà à l'affût. Donc c'est les principales forces du WRX cette saison et les saisons d'avant. Ça prouve que le plateau va pas forcément baisser en termes de capacité, puisqu'on dit que 9 constructeurs sont déjà intéressés sur le coup. On a également un certain Sébastien Loeb qui regarde et qui fait des essais régulièrement avec Peugeot en vue de l'électrification. Je pense que ce sera une catégorie très sympathique à suivre dans les prochaines années. Surtout s'il y a des noms comme Loeb qui y Ah participent. oui, Loeb, on devrait avoir Peter Solberg peut-être, voilà des Volkswagen animateurs. aussi, hein, c'est ça, Volkswagen participe à ce Volkswagen, championnat? Ouais. Volkswagen, Audi, Ford, Peugeot notamment, Ouais. euh, plus cinq autres constructeurs qui sont pas encore révélés, mais ceux-là sont vraiment les plus intéressés et sont déjà les stars du WRX. Bon, ben, hâte de voir ça alors, hein. Ah bah écoute,
un petit Sébastien Loeb au volant d'une voiture électrique, je demande qu'à voir, hein. D'ailleurs, pour information, Loeb est en train de se préparer à reprendre la Citroën pour DS3. ouais, DS3 pour son retour en WRC. Ils effectuaient des tests ce matin avec Daniel Elena. Et Daniel Elena s'est remis de sa blessure du Dakar, du coup. Oui, 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 mais Oui, bon, c'est un, c'est un, un, c'est un rock, un- c'est un solide. c'est un sudiste, il Oui, a oui, peur de oui. rien, Daniel. Bon, bah écoute, Guillaume, c'était un plaisir, hein, franchement, de faire ce premier podcast. Je pense Plaisir qu'on partagé, Yannick. Plaisir n'est peut-être pas partagé. parfait, mais au moins on s'est régalé, on a bien parlé. Exactement. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast pour vous parler de l'IPRI de Mexico qui arrive. Donc dans la semaine, vous aurez ça. Et Guillaume, on peut te retrouver aussi donc du coup sur spiritfe.com avec tes articles Toujours, réguliers. toujours, Et voilà, vous pouvez avoir régulièrement. toutes les informations sur la Formule E, sur le rallycross, le Trophée Andros, la Moto E, Surtout l'électrique sur le GT. 100% électrique. Surtout voilà, sur les catégories de sport mécanique maintenant, on va Eh dire. oui, On ne maintenant dira c'est plus le sport. automobile, on dira Eh mécanique. oui, maintenant avec la moto I, Voilà. il va falloir s'habituer à dire sport mécanique, Et bien arrêter de que penser l'automobile. monoplace et de réussir à dire moto. Voilà, et bien que le monoplace et l'automobile soient l'axe majeur de notre site internet. Tout à fait. Bon, ben merci Guillaume. Ben merci à toi Yannick, et puis à Allez, bientôt. à bientôt et vive Salut la à Formule tous. E. Salut. Ciao.